si je vous racontais ce que j'ai découvert sur mon propre fils. À 76 ans, je pensais avoir tout vu dans la vie, mais rien ne me préparait à retrouver ces documents dans son tiroir. Que feriez-vous si vous découvriez que votre propre enfant, celui que vous berciez dans vos bras, celui à qui vous chantez des berceuses, planifiait en silence votre départ? J'étais paralysé, le cœur brisé. Mais au lieu de m'effondrer, j'ai décidé de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Continuez à regarder pour découvrir comment j'ai transformé le moment le plus douloureux de ma vie en une chance de rédemption. Et peut-être que, comme moi, vous trouverez une nouvelle façon d'envisager vos relations familiales. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire vraie qui amène tant de personnes de notre âge à repenser le vrai sens de l'amour et de la famille. Le ciel parisien se peint de tons orangés dans un automne qui semble plus mélancolique que d'habitude. Je regarde les feuilles des arbres tomber lentement sur les eaux calmes de la Seine depuis la fenêtre de mon petit appartement à Montmartre. À 76 ans, j'ai connu la joie et la tristesse dans des proportions presque égales. Veuve depuis 15 ans de mon Henri, mon grand amour, je vis désormais seul, avec la compagnie occasionnelle de mon fils unique, Philippe, un homme de 48 ans qui travaille dans le secteur financier. Mon appartement de 2 chambres, dans lequel je vis depuis plus de 4 décennies, est plein de souvenirs, des photographies jaunies sur les murs, des meubles anciens qui racontent l'histoire d'une vie, des petits souvenirs de voyages faits avec Henri. Tout ici respire l'histoire, la tradition et l'affection. Les murs pastels ont été témoins d'anniversaires, de Noël, de disputes et de réconciliations. C'est une véritable maison, comme on en trouve rarement dans les grandes villes. Philippe me rend visite le dimanche, un rituel qu'il maintient plus par obligation que par véritable affection. Il arrive ponctuellement à 11h, apporte des croissants de la boulangerie du Pont, ma préférée, et repart juste après le déjeuner, toujours avec une excuse pour son travail ou ses engagements avec des amis. Son mariage avec Céline, une femme de 10 ans sa cadette et aux ambitions qui dépassent largement la bourgeoisie parisienne, a changé mon fils. Petit à petit, le gentil garçon que j'ai élevé s'est transformé en un homme froid et calculateur, toujours soucieux de son statut et de son argent. « Bonjour maman », dit Philippe ce dimanche matin en me tendant le paquet de croissants. Il amène avec lui Céline, qui l'accompagne rarement lors de ses visites. Elle m'a accueilli avec 2 baisers formels sur les joues, son parfum coûteux envahissant mon petit appartement. « Quelle agréable surprise de te voir, Céline, dis-je, sincèrement heureux de retrouver ma belle-fille à la maison. Je ne pouvais pas manquer tes délicieux déjeuners du dimanche, Marguerite, répondit Céline avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En préparant le café dans la petite cuisine, j'entendais des fragments de la conversation entre Philippe et Céline dans le salon. Ils parlaient doucement, comme s'ils partageaient des secrets qui ne devraient pas atteindre mes oreilles. Elle ne peut pas se méfier, tout doit paraître naturel, murmure Philippe. 5 millions, Philippe. Pensez à ce que nous pourrions faire, répondit Céline. J'ai senti mon cœur se serrer. Même si je n'avais pas entendu toute la conversation, quelque chose dans ces murmures me perturbait profondément. J'ai cependant décidé de ne rien dire pendant le déjeuner. Nous avons mangé tous les 3 le traditionnel bœuf bourguignon que j'avais préparé, parlé de banalités, la météo, les journaux télévisés, le nouveau restaurant qui avait ouvert dans le quartier. C'est alors que Philippe, fait inhabituel, propose de faire la vaisselle. Céline le rejoint rapidement en cuisine. Je restais assis, faisant semblant de lire un livre, mais en réalité j'écoutais les murmures venant de cette pièce. Mon oui n'était pas ce qu'elle était, mais j'entendais des mots égarés comme « assurance »,« papier » et « héritage ». En sortant, Philippe parut plus attentif que d'habitude. Il m'a embrassé sur le front et m'a dit qu'il reviendrait le lendemain pour m'emmener chez le médecin, ce qu'il proposait rarement de faire. « Ce n'est pas nécessaire, mon fils. Je peux y aller seul, comme je l'ai toujours fait, » ai-je argumenté. « J'insiste, maman. J'ai besoin de mieux prendre soin de toi, » répondit-il en échangeant un rapide regard avec Céline qui n'est pas passée inaperçue. Cette nuit a été l'une des plus longues de ma vie. La pluie légère qui tombait sur Paris semblait conspirer à mon insomnie. Je me suis levé plusieurs fois,
j'ai regardé par la fenêtre les rues vides, j'ai essayé de lire, mais les mots du livre dansaient devant mes yeux sans avoir de sens. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas bien. L'intuition de ma mère, celle qui ne faillit jamais, criait en moi. Le lendemain matin, après une nuit presque blanche, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Pendant que Philippe était au travail, j'ai récupéré le double des clés de son appartement que je gardais en cas d'urgence et je me suis dirigé vers le quartier branché de Saint-Germain-des-Prés où il vivait avec Céline. Le portier de l'immeuble me connaissait bien et ne remettait pas en question ma présence. « Bonjour, Madame Dubois. Êtes-vous venue rendre visite à votre fils ?» demanda-t-il doucement. « Oui, Louis. Philippe a oublié des documents importants que je dois lui remettre, mentis-je, sentant une oppression dans ma poitrine. Je n'ai jamais été doué pour mentir, mais cette situation semblait le justifier. Je suis entré dans le luxueux appartement de mon fils, me sentant comme un intrus. Le mobilier moderne, les œuvres d'art contemporaines sur les murs, tout criait à l'ostentation. Rien de tel que la maison accueillante où Philippe a grandi. Pendant un moment, je suis resté au milieu de la pièce, me demandant si je devais continuer. J'envahissais sa vie privée, quelque chose que j'ai toujours respecté par-dessus tout. Mais ces chuchotements, ces mots fragmentés sur les millions et les assurances. J'avais besoin de découvrir la vérité. Je suis allé au bureau de Philippe. La porte était entr'ouverte, comme une invitation silencieuse. La pièce était impeccablement organisée, avec une grande table en verre sur laquelle mon fils passait probablement des heures à travailler. J'ai hésité, puis j'ai commencé à ouvrir les tiroirs. Le deuxième tiroir de droite contenait plusieurs dossiers classés par ordre alphabétique. Je les ai parcourus avec des doigts tremblants jusqu'à ce que j'en trouve un intitulé « Affaires familiales ». À l'intérieur, j'ai trouvé ce que je redoutais tant, un contrat d'assurance vie à mon nom, avec Philippe comme unique bénéficiaire. Le montant était exorbitant, 5 millions d'euros. La politique avait été signée récemment, à peine 2 semaines plus tôt. J'ai senti mes jambes faiblir et j'ai dû m'asseoir sur le fauteuil en cuir de Philippe. Comment mon propre fils a-t-il pu faire ça? Le garçon que je berçais dans mes bras, à qui je chantais des berceuses, à qui j'apprenais à marcher, à lire, à être un homme bon, planifiait maintenant mon départ pour de l'argent? Les larmes coulaient sur mon visage ridé alors que je continuais à examiner les documents. Il y en avait plus. Une enquête imprimée sur les poisons indétectables lors des autopsies. Une histoire de recherche sur Internet sur l'héritage et la mort naturelle chez les personnes âgées. Et ce qui m'a le plus dévasté, un mail échangé entre Philippe et Céline discutant de le plan du lendemain, le jour où mon fils m'avait proposé de m'emmener chez le médecin. Dilué dans l'eau. Elle boit toujours de l'eau lors des consultations. Ce sera rapide et indolore, précise Philippe dans le mail. Et puis, Paris deviendra trop petit pour nous. Nous pourrons enfin acheter cette maison sur la Côte d'Azur, répond Céline. J'ai gardé les documents exactement tels que je les avais trouvés et j'ai quitté l'appartement le cœur en morceaux. Le ciel de Paris, autrefois mélancolique, semblait désormais peser lourdement sur mes épaules. J'ai marché sans but dans les rues du quartier, essayant de comprendre ce que je venais de découvrir. Les gens sont passés devant moi, certains souriaient gentiment à la vieille femme qui avait l'air perdue, mais j'étais trop plongé dans mon chagrin pour le remarquer. Je m'asseyais sur un banc du jardin du Luxembourg, regardant les enfants jouer, les couples amoureux se tenant la main, la vie continuant son cours normal tandis que mon monde s'effondrait. En tant que mère, mon réflexe initial était la colère, la dénonciation. Je pourrais aller voir la police, montrer les preuves, voir mon fils unique arrêté pour tentative de meurtre. Mais quelque chose en moi refusait de croire que Philippe, mon garçon, était devenu un monstre méconnaissable. Peut-être qu'il y avait encore un peu d'humanité en lui, un vestige du fils que j'ai élevé avec tant d'amour. Et c'est là, parmi les fleurs d'automne du jardin, que j'ai décidé de ne pas le dénoncer, mais plutôt de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. En rentrant chez moi, mon esprit était déjà en train de formuler un plan. Ce ne serait ni viol, ni vindicatif.
Ce serait une leçon sur les conséquences, sur la gravité de vos actes, sur le véritable sens de la famille. Une leçon qui, je l'espérais, ramènerait mon fils à la lumière. Le lendemain matin, Philippe est arrivé ponctuellement à 10 heures pour m'emmener chez le médecin, comme il l'avait promis. Il semblait nerveux, agité, vérifiant constamment l'heure sur sa montre coûteuse. « Est-ce que tout va bien, mon fils ?» ai-je demandé, faisant semblant de ne pas remarquer son anxiété. « Oui, maman, juste un peu en retard pour un rendez-vous plus tard, » répondit-il en évitant mon regard. Je me suis habillée avec soin, choisissant une robe bleu marine qu'Henri avait toujours aimée. Si cela pouvait être mon dernier jour de vie, selon les projets de mon fils, je voulais partir dignement. En chemin vers le cabinet du docteur Moreau, Philippe parlait de futilité, comme s'il essayait de combler le silence par des paroles vides de sens. J'ai observé son profil pendant qu'il conduisait sa mâchoire tendue, ses mains agrippant le volant plus fort que nécessaire. Y avait-il du remords dans ses yeux, une hésitation dans son plan macabre? Dans la salle d'attente du médecin, Philippe a sorti une bouteille d'eau de sa mallette et me l'a tendue. « Je sais que tu as toujours soif lors de ces rendez-vous, maman. Je t'ai apporté de l'eau, » dit-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Comme c'est attentionné, mon chéri, » répondis-je, acceptant la bouteille mais ne l'ouvrant pas immédiatement. Philippe regardait la bouteille dans mes mains, comme s'il s'attendait à ce que je la boive sur le champ. Au lieu de cela, je l'ai mis dans mon sac, en disant que je le boirais plus tard pendant le rendez-vous. Une ombre d'inquiétude traversa son visage. La consultation avec le docteur Moreau a été rapide. Ma tension artérielle était un peu élevée, ce qui n'était pas surprenant compte tenu des circonstances, mais à part ça, pour une dame de 76 ans, j'étais en excellente forme. Continuez ainsi, Madame Dubois. Beaucoup de mes jeunes patients souhaiteraient avoir votre santé, a plaisanté le médecin. En quittant le bureau, Philippe semblait encore plus anxieux. « Tu n'as pas bu ton eau, maman ? Il fait chaud aujourd'hui, a-t-il insisté. « Je garde ça pour plus tard, fils, répondis-je calmement. De retour à mon appartement, j'ai invité Philippe à déjeuner. Il a essayé de refuser en mentionnant des engagements, mais j'ai insisté. « S'il te plaît, mon fils. Le docteur Moreau a dit que je vais très bien pour mon âge, célébrons cela avec un bon déjeuner. » À contre-séhure, Philippe a accepté. J'ai préparé un repas simple, une soupe à l'oignon, qu'il aimait quand il était enfant, et une salade. Au cours du déjeuner, nous avons parlé de moments plus heureux, où Henri était encore en vie et où nous formions une famille très unie. J'ai raconté à quel point Philippe était un gentil garçon, comment il défendait toujours ses camarades de classe les plus faibles à l'école, comment il pleurait quand son chaton Minou mourait. Des petits souvenirs qui semblaient appartenir à une autre vie, à un autre Philippe. J'ai remarqué que mon fils était de plus en plus mal à l'aise avec ses souvenirs, comme s'ils étaient un miroir qui reflétait la personne qu'il avait choisi de ne plus être. Après le repas, pendant que nous faisions la vaisselle ensemble, ce que Philippe proposait rarement de faire, j'ai exécuté la partie la plus difficile de mon plan. « J'ai soif, Philippe. Pourrais-tu sortir ma bouteille d'eau de mon sac ?» j'ai demandé. Il parut hésiter un instant, puis alla chercher la bouteille. Lorsqu'il revint en cuisine, j'avais déjà préparé 2 verres en cristal, ce que nous n'utilisions que lors des grandes occasions. « Buvons ensemble, mon fils. Pour porter un toast à ma santé, » dit-il en prenant la bouteille de ses mains. J'ai vu la panique dans ses yeux, même s'il essayait de la cacher. « Je n'ai pas soif, maman. Et j'ai ce rendez-vous dans une demi-heure ? » J'insiste, Philippe. Un petit toast ne te retardera pas, répondis-je en remplissant les 2 verres d'eau de la bouteille qu'il m'avait donnée. Les mains de mon fils tremblaient légèrement lorsqu'il prenait la tasse que je lui offrais. J'ai porté le mien en portant un toast, à la vie, mon fils. À la famille et à l'amour inconditionnel. Philippe hésita, regardant l'eau de sa tasse comme s'il voyait le poison qu'il avait lui-même ajouté. À ce moment-là, j'ai rapidement échangé mes verres, un geste que j'avais perfectionné dans ma jeunesse de serveuse. « Quelque chose ne va pas avec l'eau, Philippe ?» ai-je demandé innocemment. Il déglutit,
visiblement perturbé. Non, maman. C'est bon. Alors buvons, ai-je insisté. J'ai porté mon verre à mes lèvres, faisant semblant d'en prendre une petite gorgée, tout en regardant mon fils faire de même. Il en but, visiblement à contre-séhur, ses yeux ne quittant jamais les miens. J'ai posé mon verre sur la table et j'ai dit calmement, « Tu sais, Philippe, j'ai trouvé hier quelque chose d'intéressant dans ton appartement. » La couleur quitta son visage. « Tu es allé dans mon appartement ? » ?»« Oui. » « Et j'ai trouvé le contrat d'assurance, les emails, les recherches sur les poisons, » répondis-je sans élever la voix, gardant un ton presque conversationnel. Philippe laissa tomber son verre par terre, se brisant en 1000 morceaux. Le bruit du cristal brisé résonnait dans la cuisine, matérialisant ce qui était arrivé à notre relation. « Maman, je peux t'expliquer. » Commença-t-il, mais ensuite une expression d'horreur envahit son visage. « L'eau, tu as changé les verres ? » ?»« Non, Philippe. »« Tu viens de boire la même eau que tu avais l'intention de me donner, » répondis-je en le regardant dans les yeux. Le visage de Philippe se transforma en un masque de terreur absolue. Il recula en chancelant, s'appuyant contre l'évier de la cuisine, ses yeux écarquillés fixés sur moi. « J'ai peur ?» murmura-t-il, la voix étranglée par la peur. Je restai silencieux pendant quelques instants, laissant le poids de ses propres actions le frapper complètement. Le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres de la cuisine, illuminant les éclats de cristal sur le sol, créant de petits arcs-en-ciel qui contrastaient avec l'obscurité de ce moment. « Comment as-tu pu, Philippe ? » ai-je finalement demandé, ma voix se brisant pour la première fois. « Comment as-tu pu envisager de tuer ta propre mère pour de l'argent ? » Il tomba à genoux, les larmes commençant à couler sur son visage. « Maman, s'il te plaît, je suis vraiment désolé, je ne sais pas à quoi je pensais. 5 millions d'euros. C'était le prix de ma vie pour toi, ai-je continué, les mots tombant comme des pierres de ma gorge. Qu'est-il arrivé au garçon que j'ai élevé ? Qu'est-il arrivé au fils qui a promis à son père, à la fin de sa vie, qu'il prendrait toujours soin de moi ? Philippe sanglotait maintenant ouvertement, tout son corps tremblait. C'étaient les dettes, maman, les mauvais investissements. Céline a menacé de me quitter si on ne réglait pas notre situation financière. Alors tu as décidé que je devrais partir, ai-je conclu, non pas comme une question mais comme la prise de conscience d'une vérité douloureuse. Il essaya de se relever, mais ses jambes semblaient incapables de le soutenir. Combien de temps me reste-t-il ? demanda-t-il, le désespoir étant évident dans chaque syllabe. J'ai regardé l'horloge sur le mur de la cuisine, la même que celle qu'Henri avait accrochée il y a 30 ans. C'était presque l'heure du thé. La vie continuait son cours, implacable, indifférente à nos drames personnels. « Philippe, dit-il enfin, il n'y a pas de poison dans l'eau. » Il leva les yeux vers moi, la confusion mêlée de soulagement dans son regard. « Quoi ? » J'ai jeté l'eau que tu m'as donnée et je l'ai remplacée par de l'eau normale. Je voulais que tu ressentes, ne serait-ce que pour quelques minutes, ce que tu avais prévu pour moi. Je voulais que tu fasses face aux conséquences de tes actes, que tu comprennes la gravité de ce que tu allais faire. Philippe resta immobile, analysant mes paroles. Puis, comme un barrage qui se brise, il s'est complètement effondré, pleurant comme je ne l'avais pas vu pleurer depuis l'enfance. « Je suis désolé, maman, je suis désolé, » répéta-t-il entre deux sanglots. Je m'assis sur la chaise à côté de lui, ressentant le poids de l'âge et de la déception dans chaque os de mon corps. « Pourquoi, Philippe ? Pourquoi en est-on arrivé là ?» Il releva le visage, les yeux rouges et gonflés. « Je me suis perdu, maman. Après avoir rencontré Céline, tout est devenu une compétition. Qui avait la plus belle maison, la voiture la plus chère, les vacances les plus exotiques. J'ai fait des investissements risqués pour maintenir le style de vie qu'elle exigeait. Quand tout s'est effondré, quand les dettes ont commencé à s'accumuler, elle a menacé de me quitter. Et au lieu de venir me demander de l'aide, ta mère, tu as décidé de me tuer, ai-je ajouté tristement. Je ne me pardonnerai jamais, maman. Jamais,
dit-il en tenant mes mains ridées dans les siennes. Je vais immédiatement à la police et j'avoue tout. Je lui ai serré la main. Non, Philippe. Ce n'est pas ce que je veux. Mais j'ai essayé, j'allais. Je sais ce que tu allais faire. Et je sais aussi qu'au dernier moment, tu as hésité. Je l'ai vu dans tes yeux lorsque nous avons échangé nos lunettes. Il y avait là un doute, il y avait encore de l'humanité. Nous restâmes silencieux quelques instants, le seul bruit dans la cuisine était celui de l'horloge murale qui comptait les secondes. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, maman ?» demanda-t-il, comme un enfant perdu. « Vous annulerez cette assurance vie immédiatement. Vous resterez à l'écart de Céline et de toute personne qui vous fait oublier vos valeurs. Vous demanderez de l'aide pour vos problèmes financiers de manière honnête et éthique. Et vous vous souviendrez que la famille n'est pas quelque chose que vous sacrifiez pour l'argent ou le statut, répondis-je, ma voix désormais ferme. Philippe hocha la tête en essuyant ses larmes. Et est-ce que tu me pardonneras un jour ? J'ai regardé le visage de mon fils unique, celui qui pouvait encore voir derrière l'homme perdu, et j'ai ressenti un mélange de douleur et d'espoir. Le pardon, Philippe, n'est pas quelque chose qui peut être accordé en un seul instant. C'est un long chemin que nous parcourons ensemble, jour après jour. Je suis prêt à commencer ce chemin aujourd'hui, si vous l'êtes. Il hocha de nouveau la tête, la gratitude dans ses yeux si profonde qu'elle me fit presque oublier ce que j'avais découvert la veille. Presque. Je l'ai aidé à nettoyer le cristal brisé du sol. Chaque fragment collecté semblait symboliser un morceau de notre relation qu'il nous faudrait reconstruire, avec patience et soin, pour ne pas nous couper dans les angles vifs du passé. Dans les semaines qui suivent, Philippe tient sa promesse. Il a résilié son assurance vie, a reconnu ses dettes et a demandé des conseils financiers. Céline, comme prévu, l'a quitté dès qu'elle a compris que le plan avait échoué et qu'il n'y aurait pas de millions d'euros. Philippe s'est installé temporairement dans mon appartement le temps de vendre sa propriété de luxe à Saint-Germain-des-Prés pour rembourser ses dettes. Les nuits étaient les plus dures. Parfois, je me réveillais en sursaut, me rappelant ce qui avait failli se passer. D'autres fois, j'entendais Philippe pleurer silencieusement dans la pièce voisine, portant le poids de sa trahison presque impardonnable. Mais lentement, comme le changement des saisons à Paris, quelque chose de nouveau a commencé à se développer entre nous. Ce n'était plus la relation insouciante mère-fils d'avant, l'un d'entre eux était décédé le jour où j'avais trouvé les documents dans son appartement. C'était quelque chose de plus complexe, de plus mature, construit sur la compréhension douloureuse de notre propre fragilité humaine. Un an plus tard, dans un autre automne parisien, Philippe et moi nous promenions dans le jardin du Luxembourg, celui-là même où j'ai décidé de lui donner une leçon au lieu de le dénoncer. Des feuilles tombaient autour de nous, dorées et rouges, nous rappelant l'impermanence de toute chose. « Tu sais, maman, dit-il en me tenant le bras pour m'aider à traverser une section inégale du chemin, ce jour-là a tout changé pour moi. »« Pour moi aussi, mon fils, » répondis-je, remarquant un couple de personnes âgées se tenant la main sur un banc voisin. « Pas seulement parce que tu m'as pardonné, mais parce que j'ai compris quelque chose de fondamental à ce moment-là, » a-t-il poursuivi. « J'ai compris que la valeur de la vie, de la famille, de l'amour, ne se mesure pas en euros ou en francs. » J'ai souri, sentant le chaud soleil d'automne sur mon visage ridé. « Ton père serait fier d'entendre ça, Philippe. » « Tu le penses vraiment, maman ? Après tout ce que j'ai fait ? » Je m'arrêtai et me tournai pour le regarder dans les yeux. Henri a toujours dit que ce ne sont pas nos erreurs qui définissent qui nous sommes, mais ce que nous faisons après elles. Et toi, mon fils, tu es enfin sur le bon chemin. Philippe m'embrassa sur le front, geste devenu fréquent ces derniers mois, comme si chaque baiser était une demande silencieuse de pardon, une promesse renouvelée. Alors que nous poursuivions notre route, j'ai réfléchi au voyage extraordinaire que nous avions parcouru, de l'abîme de la trahison aux eaux plus calmes de la rédemption. Il n'y avait aucune garantie que l'avenir serait parfait, que Philippe ne se perdrait plus jamais, que je pourrais lui pardonner complètement. La vie offre rarement de telles certitudes. Mais à ce moment-là,
en marchant aux côtés de mon fils sous les arbres dorés de Paris, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de sacré dans cette seconde chance que nous avons construite ensemble. Quelque chose qui transcendait l'argent, le statut, toutes les choses matérielles qui ont presque détruit notre famille. Honoré père et mère, murmura Philippe, comme s'il lisait dans mes pensées. Le commandement que j'ai failli enfreindre de la pire des manières possibles. Mais ça ne s'est pas cassé, fils, répondis-je en lui serrant le bras. Au final, l'eau qu'il buvait était propre. Et ça a fait toute la différence. Dans la vie, comme je l'ai appris à 76 ans, nous devons parfois affronter le pire en nous pour redécouvrir le meilleur. Et, paradoxalement, c'est dans les blessures les plus profondes que l'on peut trouver la véritable guérison. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le jardin du Luxembourg, teignant le ciel parisien de nuances orange et rose, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis le décès d'Henri. Ce n'était pas une paix parfaite, sans cicatrices ni souvenirs douloureux. C'était une paix réelle et humaine, construite sur des ruines et des reconstructions, sur des chutes et de nouveaux départs. C'était, je l'ai réalisé avec gratitude, la paix de quelqu'un qui a appris que même les trahisons les plus terribles peuvent parfois ouvrir la voie à une rédemption qui autrement ne serait jamais possible. Maintenant que j'ai partagé avec vous ce parcours très intime de ma vie, j'aimerais savoir, que feriez-vous à ma place ? Avez-vous déjà vécu quelque chose qui a mis à l'épreuve les limites de votre amour familial ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires et réflexions sont précieuses pour nous tous qui sommes à cette étape de la vie, où la sagesse et le pardon deviennent nos plus grands trésors. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres récits qui s'adressent directement à notre génération, des histoires vraies qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire des liens, tirer des leçons et trouver la paix, même après les tempêtes les plus dévastatrices. Merci d'être avec moi jusqu'ici. Votre présence est ce qui donne du sens à ces souvenirs que je partage aujourd'hui avec tant d'affection.